Bonjour. Alors, la kill sheet, nous avons dit la dernière fois que la kill sheet, c'est une feuille de calcul. C'est-à-dire, c'est en même temps un brouillon et un formulaire. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous avez toutes les formules. Vous n'avez qu'à appliquer et vous avez des espaces où écrire. Alors, euh, la kill sheet est composé de deux pages, la première page et la deuxième page. La première page doit être remplie avant la venue, c'est-à-dire durant tout le forage, il faut la mettre à jour. Chaque jour, il faut la mettre à jour. Lorsque des paramètres changent, il faut immédiatement les remplacer. Surtout que maintenant, vous avez des micros, il y a Excel, ce n'est que vous pouvez la faire sur Excel. Vous allez faire toutes les formules, vous allez les entrer dans Excel et vous n'avez qu'à changer seulement ce qu'a changé. Par exemple, la densité de la boue a changé, vous n'avez qu'à remplacer l'ancienne densité par la nouvelle densité et elle va être mise à jour automatiquement. Si vous avez, par exemple, foré 50 mètres, vous allez, parce que 50 mètres, vous n'avez ajouté que la longueur des tiges. Donc, vous allez augmenter la longueur des tiges, vous allez remplacer la longueur des tiges par la nouvelle longueur et le calcul va être fait. Bon, tandis que la deuxième page, elle n'est pas remplie si on n'a pas une venue. Alors, là, au fait, si on a une venue, attention, parce que les gens ne comprennent pas vraiment le rôle de la deuxième page. Là, ce dont on a besoin, écoutez-moi bien, je parle d'une façon pratique et non pas d'une façon théorique, malgré que dans l'examen IWCF, on vous demande de la remplir complètement, mais pratiquement, à quoi elle sert? Elle ne sert qu'à calculer la densité requise, seulement la densité requise, si vous utilisez la Drillers méthode. Parce que si vous utilisez la Drillers méthode, vous n'avez besoin que de la densité requise, seulement ça. Tandis que les autres, par exemple là, PR1 et PRR, ça, vous n'en avez pas besoin parce qu'il suffit de démarrer la pompe par palier jusqu'à atteindre le débit réduit. Lorsque vous aurez atteint le débit réduit, ça, je parle de la première circulation de la Drillers méthode. Lorsque vous aurez atteint le débit réduit, ce n'est pas la peine de vous casser la tête, vous allez obtenir immédiatement la PR1, c'est-à-dire la pression de refoulement avec la densité initiale. Parce que là, c'est égal les paires de charge plus PT1. Donc, lorsque vous atteignez le débit réduit, vous allez avoir les paires de charge. Donc, vous n'avez rien à calculer. Pour la deuxième circulation, vous n'avez pas besoin de PRR parce que dans la deuxième circulation, lorsque vous envoyez la boue de densité requise, tant que la boue descend dans les tiges, c'est-à-dire de la surface jusqu'à l'outil, vous gardez PA constant parce qu'il n'y a plus de gaz, donc PA ne change pas. Lorsque la boue arrive à l'outil et commence à remonter dans l'espace annulaire, PA va chuter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder PR constante, la pression en tête des tiges qui est égale à PRR, vous allez la lire immédiatement, vous n'avez pas à calculer, vous allez garder la pression en tête des tiges constante jusqu'à ce que la boue lourde arrive en surface. Voilà. Mais on est obligé de calculer PR1, PRR et là, la chute de pression à chaque son cours et tracer le graphe, faire le tableau et tracer le graphe uniquement lorsque vous allez utiliser la weight and weight. Parce que lorsque vous utilisez la weight and weight, parce que là, il faut faire les deux en même temps, c'est-à-dire pomper la boue lourde, en même temps évacuer le bouchon. Donc, lorsque la boue lourde entre dans les tiges, qu'est-ce qu'il va se passer? La pression en tête des tiges va chuter de PR1 jusqu'à PRR. Lorsque la boue entre dans les tiges, vous allez lire PR1. Lorsque la boue arrive à l'outil, vous allez avoir PRR.
Donc, la pression en tête des tiges n'est pas constante. En même temps, dans l'espace annulaire, le gaz remonte. Donc, PA ne peut pas rester constante. Alors là, c'est un problème. Le gars qui est à la DUS, comment va-t-il faire? D'un côté, de PT chute et PA augmente. Donc, il n'a pas de repère fixe comme la Driller méthode. Donc, ici, il est obligé de lire les valeurs sur le graphe. Et là, les valeurs qui sont données sur le graphe sont les valeurs de la pression en tête des tiges. On ne peut pas contrôler la pression en tête de l'annulaire. On ne peut pas la connaître, on ne peut pas la calculer. Mais on peut calculer la pression en tête des tiges. Donc, lorsqu'on utilise la weight and weight, et d'ailleurs, la weight and weight, jusqu'à ce que la boue arrive à l'outil, l'opérateur de la DUS est obligé de suivre le graphe. Donc, la deuxième page est remplie complètement si on veut utiliser la weight and weight. Tandis que si on veut utiliser la drillers, on n'en a pas besoin. On n'a besoin que de la densité requise. Voilà. Maintenant, on va voir en détail et après, je vais vous donner un exemple de calcul sur la kill sheet. Voilà, les détails. Alors, la première page, qu'est-ce qu'il y a dans la première page? Vous voyez, il y a ici les données du puits. Toutes les données du puits. Ici, la résistance de la formation. Ce sont les données de la formation pour connaître la fracturation. Là, vous avez les pompes, la capacité des pompes. Là, vous avez les paires de charge au débit réduit. Voilà, ça, c'est la partie en haut. Là, en bas, c'est tout ce qui est volume. Parce que lorsque vous contrôlez une venue, vous devez connaître les volumes que vous allez déplacer. Alors là, il y a trois moyens de savoir à chaque moment où l'on est. Ou bien vous suivez les volumes, tout ça, ce sont les volumes, ou bien vous suivez le nombre de coups de la pompe, ou bien vous suivez le temps. Alors, avant de démarrer le contrôle, il faut connaître avec exactitude le niveau dans le bac actif. Dans le bac actif, de là, vous allez pomper de ce bac, donc il faut connaître son niveau au débit. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le compteur de la pompe à 0 et vous allez prendre le temps de démarrage. Ça, c'est la remise à 0 de tout. Le niveau, c'est le 0 du niveau, c'est le 0 de nombre de coups et le 0 du temps. À partir de là, vous allez contrôler votre venue. Le meilleur moyen de contrôler, c'est le nombre de coups. Il n'y a pas mieux que de compter le nombre de coups. Mais supposons que pendant le contrôle, le compteur de la pompe s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer soit par les volumes ou bien par le temps. Il est préférable d'utiliser le temps parce que les volumes, c'est un peu compliqué. Donc, il faut continuer le temps, puisque vous avez noté le temps de démarrage. Donc, vous pouvez continuer. Vous allez savoir quand est-ce que le gaz arrive en surface, quand est-ce que la boue lourde arrive à l'outil, par exemple, et tout ça. Donc, voilà pourquoi il y a les trois. Alors, on va voir encore en détail. Là, les données du puits, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la densité de la boue. Ça, le gradient, vous pouvez le calculer comme vous ne pouvez pas le calculer. Si vous en avez besoin, vous le calculez. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Vous avez le sabot du Kiesing, la cote du sabot. Vous avez premièrement la dimension du Kiesing, par exemple 13,3/8 ou 9,5/8. Vous avez la profondeur mesurée et la TVD, la profondeur verticale. Je vous rappelle seulement que dans un puits vertical, les deux sont les mêmes. La profondeur mesurée est la même que la profondeur verticale. Je vous rappelle aussi que la profondeur verticale est utilisée exclusivement pour calculer la pression hydrostatique et pas d'autre pression. La pression hydrostatique, il faut utiliser la profondeur verticale. Tandis que, notez bien ça, si vous calculez les volumes
ou bien les pertes de charge, il faut utiliser la profondeur mesurée et non pas verticale. Donc la verticale est réservée exclusivement au calcul de la pression hydrostatique. Voilà. Alors, vous avez donc là le sabot du casing et là les données de la profondeur finale, de la profondeur du puits, la dimension du puits, par exemple 8,5, la profondeur mesurée et la profondeur verticale. De l'autre côté, vous avez la résistance de la formation. Alors, vous avez, là, ce sont des données parce qu'on a fait un leak-off test avec une certaine boue. Par exemple, une boue qui a une certaine densité. Avec cette boue, nous avons fait le leak-off test et nous avons obtenu une certaine pression. Donc ça, ce sont des données. Qu'est-ce que nous devons calculer? Nous devons calculer la densité maximale, c'est-à-dire la densité de fracturation. Là, vous avez la formule qui est écrite devant vous. Vous n'avez qu'à passer à l'application numérique. B, c'est ça. Vous voyez B, c'est B, plus A, la voilà, multiplié par 10,2 divisé par TVD sabot. TVD sabot, c'est celle-là, c'est cette valeur qui est là. Après, vous calculez la PADM. La PADM, bon, initiale, c'est-à-dire avant la venue, cela veut dire ça. Alors là, en anglais, on l'appelle la masse, maximum allouable, j'ai oublié, de toute façon, la pression maximale admissible en surface, là, c'est initial, c'est-à-dire avant d'avoir la venue. Alors, vous avez la formule qui est ici, il y a C, c'est ça, c'est la densité de fracturation, moins la densité actuelle, là voilà la densité actuelle, c'est D1, multiplié par TVD sabot, parce que la fracturation, on s'en fout, de TVD du puits, on utilise TVD sabot, divisé par 10,2 et vous écrivez la valeur ici. Et si vous avez les données de la pompe, des pompes, les capacités des deux pompes, les pompes 1 et 2, il faut avoir les deux parce que pendant le contrôle, si l'une tombe en panne, on va continuer avec l'autre. Après, il y a les paires de charge à débit réduit. Ici, vous avez les deux débits, par exemple 30 coups, 40 coups. Et pour les deux pompes, à 30 coups pour la pompe 1, à 30 coups, par exemple, pour la pompe 1 et la pompe 2, à 40 coups pour la pompe 1 et la pompe 2. Ici, la partie de la première page en bas, vous avez les différents volumes, les nombres de coups et le temps. Là, par exemple, vous avez le volume intérieur total. Le volume intérieur total, c'est quoi? C'est le volume intérieur tige, c'est-à-dire la longueur des tiges multipliée par la capacité intérieure des tiges, vous allez avoir le volume intérieur tige. La même chose pour l'intérieur des heavyweight et l'intérieur des mastiges. Vous faites la somme et vous allez obtenir le volume intérieur de la garniture totale. Ce volume, vous allez le diviser par la capacité de la pompe qui est donnée ici ou ici, ça dépend de quelle pompe il s'agit. Donc, divisé par la capacité de la pompe et vous allez avoir le nombre de coups pour déplacer la boue de la surface jusqu'à l'outil, c'est-à-dire tout l'intérieur. Là, cette valeur, immédiatement, vous la divisez par le débit réduit, 30 coups ou 40 coups, et vous allez avoir le temps. La même chose pour le volume du découvert, c'est-à-dire le volume annulaire découvert, la même chose pour le volume annulaire casing. Après, il y a le volume annulaire total, c'est-à-dire découvert plus casing. Après, il y a le volume du puits total. Là, vous avez volume actif en surface. Si on vous le demande ou si vous en avez besoin, on vous donne ça parce que ça, c'est une donnée, c'est-à-dire le volume dans le bac actif au début. Et là, vous pouvez calculer le volume total actif, c'est-à-dire le volume dans le puits et dans le bac actif pour avoir le volume total à parité, c'est-à-dire pour augmenter la densité de la boue jusqu'à la densité requise. Celle-ci concerne plutôt le boue. On n'en a pas besoin, nous, et on ne la demande pas. Voilà donc concernant la première page. La deuxième page, la première des choses, vous avez les données de la venue, la PT1, PA1 et le gain. Ça, ce sont les données de la venue. Donc, on ne peut utiliser cette page que si on a une venue.
La première des choses, on calcule la densité requise. La même chose, tout est donné ici. Densité en forage, c'est la densité que vous utilisez, multiplié par PT1, multiplié, plus plutôt, PT1 multiplié par 10,2 divisé par TVD. Vous pouvez écrire même ici pour vous aider et vous avez votre résultat ici. Ça, le gradient, je vous conseille de ne pas vous casser la tête. D'ailleurs, même si vous voulez l'utiliser, il vaut mieux éviter cette formule donnée par IWCF. Ils ont compliqué la chose pour rien. Le gradient, c'est tout simplement la densité divisée par 10,2 et vous allez obtenir le résultat ici. Mais ne perdez pas votre temps à le calculer, ça ne vous sert à rien. Après, vous allez calculer la pression initiale de circulation, la PR1, vous allez la trouver ici, la PRR, vous allez la trouver ici. Celle-là, ce calcul, on va le voir après dans le graphe, parce que si on utilise la weight and weight, comme je vous ai dit, et lorsque la boue lourde est pompée à l'intérieur du tige, on a dit que l'opérateur de la DUS est obligé de suivre le graphe. Donc, il doit le tracer au préalable. Mais là, suivre le graphe, il ne va pas le suivre à chaque coup, mais à chaque son coup. Il doit, à chaque son coup, voir est-ce que la valeur qui est donnée est la même, est la même que celle donnée par le graphe ou non. Sinon, il doit ajuster ou bien réajuster avec la DUS. Donc là, on vous donne de combien chute la pression à chaque 100 coups et non pas à chaque coup, à chaque 100 coups. Voilà. Après, il y a le graphe. Il y a le graphe. Là, vous avez la chute avec 100 coups, je l'ai reprise ici. Et là, vous n'avez qu'à remplir ce tableau et tracer le graphe. On va voir ça sur un exemple. Voilà. Voilà donc la kill sheet, la présentation de la kill sheet. On va refaire la même chose, mais sur un exemple. Voilà. Là, alors, ce qui est écrit déjà ici en grisé, ce sont des données. Ça, vous ne pouvez rien. Ce sont des données. Il faut les suivre. Alors, il faut les suivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la densité de la boue. Ça, ce n'est pas la peine de vous casser la tête avec. On nous donne la densité de la boue, là, les données du sabot de casing, les données du fond. Tout est donné ici. On nous donne la pression de Likov test et la boue avec laquelle nous avons fait un Likov test. Alors, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer uniquement la densité de fracturation et la PADM. Les formules sont là. Donc, la densité de fracturation, c'est 1,28 plus A, c'est 79, multiplié par 10,2, divisé par TVD sabot, 1230. Et vous allez trouver 1,93. Là, la PADM, c'est là, c'est-à-dire 1,93, moins, attention, parenthèse, c'est 1,93, moins la densité de la boue, 1,42, le tout multiplié par TVD sabot, 1230, divisé par 10,2, et vous allez trouver 61. Donc, il n'y a rien d'autre à faire dans cette partie. Tout ça, ce sont des données. On nous donne les capacités de la pompe, on nous donne les paires de charge. En général, dans les examens de la WCF, on vous donne une seule vitesse à débit réduit, soit 30, soit 40. Comme dans cet exemple, il y a 40 coups, et pour les deux pompes, les paires de charge à 40 coups, c'est 42, 42. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre à calculer dans cette partie. Maintenant, là où il y a trop de calculs, c'est les volumes, tout ce qui est volume, nombre de coups de pompe et le temps. La première des choses, pour vous faciliter la chose, la capacité de la pompe, c'est ça. C'est une donnée, 19,02, il faut l'écrire ici, 19,02. Là aussi, le débit réduit 40 coups, vous l'écrivez ici pour vous faciliter la chose, pour que vous puissiez calculer rapidement, surtout le jour de l'examen. Alors, là, tout ça sont des données. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la capacité intérieure des tiges, des heavyweights, des mastiges,
des mastiges. Mais en plus, là, les heavyweights, on vous donne leur longueur, les mastiges, on vous donne leur longueur. Qu'est-ce qu'on ne vous donne pas? On ne vous donne pas la longueur des tiges. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir si vous avez bien calculé ou non. Parce qu'on a dit que là, on va calculer des volumes. Donc, il ne faut pas, pour calculer des volumes, il faut prendre la profondeur mesurée et non pas la profondeur verticale. Alors, comment on va faire là? Voilà. Vous trouvez ici 2510. Comment j'ai trouvé ça? C'est la longueur des drill pipe égale. Ça, c'est la profondeur mesurée. Pardon, s'il vous plaît, ici. 2805. Celui qui, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro et il est en train de... Ton micro. S'il vous plaît, désactivez les micros parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas activé et il est en train de faire des parasites. Bon, alors, la longueur du drill pipe égale. Désactive ton micro, s'il te plaît. Alors, la longueur du drill pipe, c'est 2805, c'est la profondeur mesurée, moins la longueur des heavyweights, 130, moins la longueur des mastiges, 165, et on trouve 2510. Alors, après, donc, puisqu'on a toutes les données, on doit calculer, ça multiplié par ça, on trouve un résultat ici, ici on trouve un résultat ici on trouve un résultat ici, puis on fait la somme. Lorsqu'on fait la somme, on trouve ça, 24 231. Sans l'effacer de la calculatrice, directement cette valeur, vous la divisez par la capacité de la pompe, vous allez trouver 1274, immédiatement divisé par 40 et vous allez trouver 32 minutes. Bon, la même chose pour la suite. La suite, qu'est-ce qu'on ne vous donne pas? Parce que là, vous voyez, ça c'est le volume intérieur. Ça, on va calculer maintenant le volume annulaire découvert. Alors, le volume annulaire découvert, qu'est-ce qu'il y a dans le découvert? Il y a une certaine longueur de dricolar. Bon, il y a tous les dricolars, en fait. Il y a une certaine longueur de drill pipe et il y a les heavyweights. Mais là, puisque les heavyweights et les tiges ont le même diamètre extérieur, donc elles ont la même capacité extérieure. Donc elles ont la capacité 62,7. Mais on ne donne pas la hauteur parce qu'il faut la calculer. Alors pour la calculer, il faut prendre toujours la profondeur totale mesurée. Voilà. Là, la longueur des drill pipe et heavyweight égale la profondeur totale mesurée moins la partie tubée. Ça, c'est la cote mesurée du sabot. Pour qu'il ne nous reste, lorsque on fait cette opération, il ne nous reste que l'espace annulaire découvert. On enlève les dricolars et il nous reste les tiges et les heavyweights qui sont dans le découvert, 1238 mètres. On fait le calcul, la même chose, et on trouve ici 84 817, directement divisé par 19,02, vous allez trouver le nombre de coups, vous allez diviser par le débit réduit et vous allez trouver 111 minutes. Là, après, on passe drill pipe Keesing. Drill pipe Keesing, là, nous avons la hauteur, plutôt la profondeur du sabot, c'est profondeur mesurée 1402, multiplié par la capacité Keesing drill pipe, et vous allez trouver 90 850, divisé par ça, vous allez trouver 4 777, divisé par le débit réduit, vous allez trouver 119. Le volume annulaire total, c'est quoi? C'est le volume annulaire Keesing plus le volume annulaire découvert. Donc ça plus ça, et vous allez trouver 175 667. Divisé par, toujours divisé par ça, vous allez trouver 9236. Divisé par 40, vous allez trouver 231.
Maintenant, le volume total du puits, c'est quoi? C'est le volume de l'espace annulaire plus le volume intérieur. Donc, 175 667 plus 24 231, et vous allez trouver 199 898. La même chose, divisé par 19,02, vous allez trouver ça. Divisé par 40, vous allez trouver ça. Voilà. Les deux parties-là, vous n'en avez pas besoin, parce que là, vous devez connaître le volume actif et vous faites le total pour connaître tout le volume abarité, mais ça ne regarde pas, c'est l'affaire du bout. Voilà donc comment on fait les calculs. Attention, ce sont des calculs faciles, mais ça prend du temps. Ne vous trompez pas seulement dans le calcul. Voilà. La deuxième partie maintenant, la deuxième partie, lorsqu'on a une venue, ça, ce sont les données de la venue. On n'y touche pas. Vous avez PT1 31, PA1 36, le gain 1220 litres. On calcule la densité requise. La formule est donnée ici. Alors, la densité requise, c'est la densité de la boue plus PT1 multiplié par 10,2 divisé par TVD, la profondeur verticale du puits 2540, et nous allons trouver 1,55. Ça, c'est pas la peine de vous casser les pieds avec. On passe directement à PR1. PR1, c'est la pression initiale de circulation. C'est PC1, les paires de charge, à débit réduit 42, plus PT1, 31, et vous allez trouver 73. La pression finale de circulation, vous avez la formule, vous allez l'appliquer immédiatement. Donc, DR, c'est 1,55, divisé par la densité de la boue, c'est 1,42. Multipliez là, attention, ici, il faut multiplier par les pertes de charge, PC1, et non pas PR1. Attention, faites attention, donc c'est PC1, 42, et vous allez trouver 46. 46 bars. Donc, PR1 égale 73, PRR, lorsque la boue lourde arrive à l'outil, vous allez lire en tête des tiges 46. Maintenant, on va calculer de combien doit chuter la pression chaque 100 mètres pour permettre au gars à la DUS de suivre l'évolution de la pression en tête des tiges. Alors, on suit seulement ce qu'on nous dit ici. On nous demande de calculer PR1 moins PRR. Donc, les valeurs, vous les avez, 73 moins 46, vous trouvez 27. On nous demande après, ça, cette valeur, elle s'appelle K. Donc, K multiplié par 100, K, voilà, K, 27, multiplié par 100, ça, c'est E. E, c'est quoi? Voilà, la E, c'est quoi? C'est, voilà, E. E, c'est le nombre de coups pour circuler l'intérieur, parce que ce qui nous concerne, c'est la circulation de la boue lourde de la surface jusqu'à l'outil. Après, le problème est résolu, parce que après, la pression va rester constante. Elle va évoluer uniquement lorsqu'on circule le volume intérieur tige. Donc, le nombre de coups, c'est 1274. Alors, là, on met ça. Et voilà, on trouve 2,11 bars par 100 coups. Là j'aurais aimé 2, mais IWCF exige d'écrire ça avec 2 chiffres après la virgule. Là, c'est 2 chiffres après la virgule obligatoirement. Ça, 0 chiffre après la virgule. Ça, 0 chiffre après la virgule. Ça, obligatoirement 2 chiffres après la virgule. On va maintenant au graphe. Voilà, j'ai repris la chute, la dernière. Alors, on a dit que chaque 100 coups, la pression en tête des tiges doit chuter de 2,11. On commence par remplir le tableau. Alors, le tableau, on commence par 0 coup, la pompe à l'arrêt, jusqu'à 1274, c'est-à-dire du débit jusqu'à ce que la boue lourde arrive à l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à zéro, lorsqu'on a juste au début, lorsqu'on a atteint le débit réduit, on va lire PR1.
lorsque la boue lourde arrive à l'outil, c'est-à-dire 1274 coups, lorsqu'on aura fait 1274 coups, la boue lourde arrive à l'outil, la pression en tête de tige devient PRR 46. Et chaque 100 coups, elle doit chuter de 2,11. Donc 73 moins 2,11, vous trouvez 70, quelque chose, vous l'arrondissez à 71, vous enlevez encore 2,11, 2,11, 2,11, jusqu'à ce que vous allez à la fin trouver 46. On va maintenant tracer le graphe. Comment tracer le graphe? On va écrire ici 73, ici, ça c'est PR1, ça c'est PR1. S'il vous plaît, j'attire votre attention sur une chose. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'échelle. Vous faites un graphe bien clair dans cette page sans respecter l'échelle. Vous n'êtes pas obligé d'écrire là, je ne sais pas moi, 5 barres, 10 barres. On ne vous exige pas ça. Il faut bien espacer les valeurs pour avoir un bon graphe. Alors, vous écrivez ici au PR1, après elle va chuter jusqu'à 46, PR1 avec 0 coup, ça c'est le nombre de coups, 46, on atteint la pression 46 lorsqu'on aura atteint l'outil, c'est-à-dire 1274 coups. Donc, il y a un point ici et un point ici. Alors, on va tracer le graphe comme ça. Donc, à 0 coup 73, après, elle va chuter jusqu'à 1274 coups. On doit lire 46. Après, on la garde constante, 46. Voilà. Voilà donc comment tracer le graphe. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre chose dans la kill sheet, c'est comment arrondir. Parce que là, arrondir, attention, il y a, je vous donne un exemple. Si vous n'arrondissez pas correctement 1,55, par exemple, au lieu de 1,55, vous écrivez 1,54, là, le gars qui fait l'examen de l'IWCF dans le simulateur et au lieu d'écrire 1,55, c'est-à-dire arrondir vers le haut, il a arrondi vers le bas, c'est-à-dire il a écrit 1,54, là, c'est un récit, c'est-à-dire c'est fait, c'est-à-dire en quelque sorte, il doit refaire l'examen du simulateur. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous avez trouvé une densité requise de 1,54 et le troisième chiffre, par exemple, 1,54,2. Alors, vous dites, je vais, parce que c'est 1,54,2, je vais prendre 1,54. Ah, mais lorsque vous aurez remplacé totalement la boue légère par la boue de densité requise, vous allez encore avoir de la pression en tête, peut-être 1 bar ou 2 bars, mais vous n'avez pas tué le puits. Donc, il faut augmenter encore la densité et refaire la deuxième circulation inutilement. Donc, il faut savoir comment arrondir. Par contre, si vous, au lieu de 1,55, vous utilisez une boue de densité 1,60, c'est accepté parce que 1,60, les 5 points que vous avez ajoutés, c'est une sécurité. Alors, sans tarder, on va passer ici. Voilà, j'ai dit comment arrondir. Alors, regardez, tout ce qui est fracturation, il faut arrondir vers le bas. Par exemple, si vous calculez la densité de fracturation, vous allez trouver 1,9351. Et il faut donner uniquement 2 chiffres après la virgule. Là, si vous donnez 1,94, vous aurez déjà fracturé. Donc, pour rester en sécurité, il faut arrondir vers le bas et non pas vers le haut. Même si vous trouvez 1,93,9, il faut écrire 1,93. Et d'ailleurs, il vaut mieux écrire 1,90 que 1,94. Parce que 1,90, vous avez gardé une sécurité avant de fracturer. Mais si vous écrivez 1,94, c'est trop tard. Vous avez déjà fracturé. La même chose pour la PADM. La PADM, si vous faites le calcul, vous trouvez 61,5. Alors, il faut écrire 61. Même 60, vous êtes en sécurité, mais pas 62. Tandis que la partie de contrôle devenu,
il faut arrondir vers le haut. C'est-à-dire la densité requise, PR1, 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 PRR, obligatoirement, il faut les arrondir vers le haut. Alors, là, par exemple, la densité requise, vous trouvez normalement, si vous faites le calcul, vous trouvez 1,54,4. Alors, il faut obligatoirement écrire 1,55. Même si vous trouvez 1,54,1, il faut écrire 1,55. Et si vous trouvez 1,54,0, il est préférable d'écrire 1,55. C'est mieux, parce que là, vous êtes plus en sécurité. Tandis que, alors là, en résumé, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, attendez, tout ce qui est ici, il faut l'arrondir vers le bas. Tout ce qui est ici, dans cette page, c'est-à-dire ça, il faut les arrondir vers le haut. Alors que là, ici, dans les volumes, vous savez, là, vous trouvez 231,3 par exemple. Alors, vous écrivez 24 232 ou bien 231, ça n'a aucune importance parce que 0, quelque chose de litre, ça ne représente rien. D'ailleurs, si vous voyez par exemple, il n'y a que la boue qui reste dans les parois du bac, son volume, c'est 10 mètres cubes. Alors là, on néglige ces valeurs. Donc là, vous arrondissez vers le haut, vers le bas, ça n'a aucune importance. Ici aussi. Donc là, l'essentiel, il ne faut pas vous tromper dans les calculs, mais vous arrondissez vers le bas ou vous arrondissez vers le haut, c'est tout à fait la même chose. Voilà donc, on va être coupé d'ici quelques instants. Voilà en ce qui concerne la kill sheet. Et à demain, normalement, on va reprendre à la même heure. Oui, monsieur Sermani.